Anne-Louise Dervaux l'a compris trop tard, lorsque ses doigts ont touché la première couche de briques froides, lorsque le mortier centenaire s'est effondré en poussière grise entre ses mains tremblantes, lorsque l'odeur, cette odeur impossible, ce froid qui ne venait d'aucun courant d'air, a envahi la cuisine de la ferme de 1846. Ce soir-là, dans la Normandie brumeuse de septembre 1973, elle a libéré quelque chose qui attendait depuis 103 ans. Et maintenant, chaque nuit à 2h17 précise, elle entend les griffures, toujours du même côté, toujours de l'intérieur. Avant de continuer, dites-moi, de quelle ville vous m'écoutez? J'adore savoir où vous êtes et quelle est la température dans votre ville. Anne-Louise avait 42 ans quand elle acheta la ferme Dervaux pour une somme dérisoire qui aurait dû l'alerter immédiatement. Mais après son divorce brutal à Rouen, après avoir perdu la garde de ses 2 enfants au profit d'un mari avocat qui savait manipuler les juges, elle cherchait simplement un endroit où disparaître, un lieu où la douleur pourrait s'estomper entre des murs épais et le silence de la campagne normande. La propriété se trouvait à 8 km du village de Saint-Aubin-des-Marais, accessible uniquement par un chemin de terre qui devenait impraticable dès les premières pluies d'automne. La bâtisse principale, construite en pierre calcaire noircie par le temps, s'élevait sur 2 étages avec un toit d'ardoise dont plusieurs avaient glissé au fil des décennies. 3 chênes centenaires encerclèrent la cour comme des sentinelles décharnées, leurs branches griffant les volets fermés chaque fois que le vent se levait. Le notaire, maître Lebrun, un homme aux joues creuses qui portait des lunettes aux verres épais comme des culs de bouteille, n'avait pas beaucoup parlé lors de la signature. Il avait simplement poussé les documents devant elle, ses mains tachées de vieillesse tremblant légèrement. La dernière famille est partie il y a 6 ans, avait-il murmuré en évitant son regard. Les Mercier. Ils n'ont même pas pris leurs meubles. Anne-Louise avait signé sans poser de questions. À cette époque, elle ne voulait pas de réponse. Elle voulait juste du silence. Elle emménagea un mardi matin de septembre, sous un ciel bas et gris qui semblait peser sur les champs environnants. Un camion de déménagement déposa ses quelques cartons dans l'entrée, des livres principalement, quelques vêtements, une photo de ses enfants qu'elle ne pouvait pas regarder sans que sa gorge se serre. Le chauffeur était reparti rapidement, trop rapidement, comme s'il avait hâte de quitter les lieux. La première semaine passa dans un brouillard d'activité. Anne-Louise nettoya les pièces une par une, arracha les toiles d'araignée qui pendèrent des poutres comme des voiles funèbres, frotta les planchers de chêne jusqu'à ce qu'ils retrouvent une teinte plus claire. La maison sentait l'humidité, le bois ancien et quelque chose d'autre, une odeur indéfinissable qu'elle attribuait d'abord aux années d'abandon. Mais il y avait cette porte. Elle l'avait remarquée dès le premier jour dans la cuisine, contre le mur nord. Une petite porte en bois massif, pas plus d'1,20 m de hauteur, qui aurait dû mener à une cave ou un cellier. Sauf que cette porte n'existait plus vraiment. Elle avait été murée, scellée par une épaisse couche de briques rougeâtres et de mortier gris qui semblait faire partie intégrante du mur. « C'est étrange », murmura-t-elle pour elle-même, passant sa main sur les briques froides. Le mortier était rugueux sous ses doigts, ancien, solide malgré le temps. Le lendemain, elle décida de marcher jusqu'au village. Le chemin de terre serpentait entre des champs de colza déjà fauchés et des haies de ronces qui griffaient au passage. Saint-Aubin-des-Marais était un de ces villages normands qui semblent figés dans un temps révolu. Une église du XIIe siècle au clocher trapu, une épicerie-café qui servait aussi de bureau de poste, une dizaine de maisons aux façades de crépi beige alignées le long de la rue principale. Lorsqu'elle entra dans l'épicerie, les conversations cessèrent. 4 hommes âgés, assis autour d'une table près du comptoir, levèrent les yeux vers elle, puis les baissèrent immédiatement, comme si sa présence les embarrassait. Madame Constant, la propriétaire, une femme d'une 60aine d'années, aux cheveux gris, tirés en chignon serré, l'accueillit avec un sourire contraint. « Vous êtes la nouvelle à la ferme Dervaux, dit-elle. Ce n'était pas une question. « Oui, Anne-Louise, Madame Constant. » Elle s'essuya les mains sur son tablier. « Vous avez besoin de quelque chose ?» Anne-Louise acheta du pain, du fromage, quelques légumes. Alors qu'elle payait, elle demanda d'un ton qu'elle voulait désinvolte. « La maison a une cave murée. Vous savez pourquoi ?» Le silence qui suivit fut palpable. Madame Constant échangea un regard avec les hommes assis. L'un d'eux, un vieillard au visage parchemin, secoua lentement la tête. « Ne touchez jamais à cette cave, dit enfin Madame Constant, sa voix basse mais ferme. Qu'elle a été murée pour une raison. Quelle raison? Une bonne raison.
La femme emballa ses achats avec des gestes brusques. « C'est tout ce que j'ai à dire. » Anne-Louise insista, mais n'obtint rien de plus. Les villageois semblaient s'être mis d'accord sur un pacte de silence. En repartant, elle sentit leur regard dans son dos, lourd, inquiet. Cette nuit-là, elle fut réveillée par un son, un craquement, puis un autre, comme des pas, lents, mesurés, qui venaient de sous la maison. Elle se redressa dans son lit, le cœur battant, tendit l'oreille dans le noir absolu de la chambre. Le vent faisait gémir les volets, mais ce n'était pas ça. C'était autre chose, quelque chose de plus profond, de plus délibéré. Les pas s'arrêtèrent. Le silence retomba, oppressant. Anne-Louise alluma la lampe de chevet. 2h17 indiquait le réveil sur la table de nuit. Elle descendit en chemise de nuit et robe de chambre, pieds nus sur le carrelage glacé de la cuisine. La lune filtrait à travers les carreaux sales, dessinant des ombres allongées sur le sol. Elle s'approcha de la porte murée, posa son oreille contre les briques froides. Rien. Puis, si faible qu'elle crut l'avoir imaginé, un souffle, comme une respiration retenue. « Il n'y a personne », se dit-elle à voix haute, sa propre voix résonnant étrangement dans la cuisine vide. C'est une vieille maison. Les vieilles maisons font du bruit, mais ses mains tremblaient lorsqu'elle remonta se coucher. Les jours suivants, elle tenta de se renseigner autrement. À la mairie de Saint-Aubin, une employée acariâtre lui expliqua que les archives paroissiales antérieures à 1850 avaient été transférées aux archives départementales à Caen. Quant aux registres plus récents, ils étaient incomplets, plusieurs années manquant pour des raisons jamais expliquées. « Des problèmes d'humidité », dit la femme d'un ton qui n'invitait pas aux questions supplémentaires. Anne-Louise décida de consulter les archives elle-même. Le voyage jusqu'à Caen prenait 2 heures en autocar, à travers un paysage de bocages et de villages endormis. Les archives départementales occupaient un bâtiment administratif gris et sans charme près de la préfecture. Une archiviste aux lunettes en écaille l'accueillit avec un professionnalisme distant. « Je cherche des informations sur une propriété à Saint-Aubin-des-Marais, la ferme d'Hervaux, construite en 1846. » La femme tapa sur le catalogue manuel avec une efficacité mécanique. « Nous avons quelques documents. Attendez, ici. » 30 minutes plus tard, on lui apporta 3 cartons poussiéreux contenant des registres paroissiaux, des actes notariés et quelques lettres privées ayant apparemment échappé au tri habituel. Anne-Louise s'installa à une table sous un néon blafard et commença à lire. La ferme avait été construite par Jacques d'Hervaux, un cultivateur aisé, pour sa famille. Mais les documents devenaient étrangement lacunaires à partir de 1743, bien avant la construction de la ferme actuelle. Une annotation manuscrite presque illisible mentionnait « Propriété reconstruite sur ancienne fondation. Cave originale conservée mais condamnée sur ordre de l'évêque. Ne pas rouvrir sous peine d'excommunication. » Plus de 2 siècles. Son cœur s'accéléra. Elle fouilla plus profondément dans les documents. Une lettre datée de juin 1743, adressée au curé de Saint-Aubin. « Mon père, les disparitions continuent. 7 personnes en 3 mois, toutes liées de près ou de loin à la famille Beaumont. Le dernier, Henri Beaumont lui-même, a été retrouvé dans un état, je ne puis décrire ce que nous avons vu. L'évêque a ordonné que la cave soit scellée et que la famille restante soit placée sous surveillance de l'Église. Que Dieu nous protège de ce qui était enterré là-dessous. » Anne-Louise sentit un frisson glacé parcourir sa colonne vertébrale. Les mots étaient nets, l'écriture soignée, mais le contenu... Elle relut plusieurs fois, cherchant une explication rationnelle. Superstition locale, hystérie collective, mais pourquoi sceller une cave et garder le secret pendant plus de 200 ans? Elle photocopia les documents les plus importants, remercia l'archiviste et rentra à Saint-Aubin alors que le soir tombait sur la Normandie. Le trajet en autocar lui parut interminable. Dans sa tête tournaient les questions sans réponse. 7 disparitions, famille Beaumont, enterrée là-dessous. Lorsqu'elle atteignit la ferme, la nuit était complète. Les chênes projetaient des ombres difformes dans la cour éclairée par sa lampe torche. Elle entra dans la cuisine, alluma toutes les lampes, posa ses documents sur la table en bois massif, et elle regarda la porte murée. Pour la première fois depuis son arrivée, elle réalisa vraiment ce que signifiait cette barrière de briques. Ce n'était pas une rénovation, c'était un sceau, une prison. Anne-Louise s'approcha lentement, posa à nouveau sa main sur les briques. Elles étaient froides, plus froides que ne le justifiait la température ambiante, et sous sa paume, elle sentit quelque chose, une vibration
imperceptible. Comme un pouls. « Qu'est-ce qu'on a enfermé ici » murmura-t-elle dans le silence. Cette nuit-là, à 2h17 précises, les bruits revinrent. Mais cette fois, ce n'étaient plus des pas. C'étaient des griffures, lentes, régulières, méthodiques. Et Anne-Louise comprit avec une certitude glaciale qu'elle venait de l'intérieur de la porte murée. À suivre, la nuit où elle décida de percer le premier trou. Le soleil d'octobre filtrait à travers les carreaux sales de la cuisine, dessinant des rectangles de lumière poussiéreuse sur le sol. Anne-Louise n'avait pas dormi. Elle était restée assise à la table toute la nuit, les photocopies des archives étalées devant elle, une tasse de café froid entre les mains, les yeux fixés sur la porte murée. « Laisse-moi sortir ». Ces 3 mots résonnaient encore dans sa tête. Elle avait voulu croire qu'elle les avait imaginés, qu'ils n'étaient que le produit de son épuisement et de son isolement. Mais la voix avait été si claire, si proche, comme si quelqu'un avait murmuré directement contre les briques. Elle se leva, les articulations raides après ses heures d'immobilité. Dehors, les chênes se balançaient doucement dans le vent frais du matin. Un corbeau croassa quelque part dans les branches. La normalité du jour contrastait violemment avec l'horreur de la nuit. Anne-Louise prit une décision. Elle devait savoir. Dans la grange attenante à la maison, elle trouva de vieux outils abandonnés par les propriétaires précédents. Une massette, un burin, une barre de fer rouillée. Elle les transporta dans la cuisine, les déposa près de la porte murée, puis s'assit à nouveau contemplant ce qu'elle s'apprêtait à faire. Ne touchez jamais à cette cave. Elle a été murée pour une raison. Mais quelle raison pouvait justifier un silence de 2 siècles? Quelle vérité valait la peine d'être enfermée pendant si longtemps? Elle saisit le burin, le positionna contre le mortier entre 2 briques. La massette pesait lourd dans son autre main. Elle hésita un instant, le cœur battant, puis frappa. Le bruit résonna dans la cuisine vide comme un coup de tonnerre. Un petit morceau de mortier se détacha, tombant au sol en poussière grise. Anne-Louise frappa à nouveau, puis encore. Le mortier, malgré son âge, résistait. Chaque coup envoyait des vibrations dans ses bras, faisait trembler ses mains. Après 20 minutes d'efforts acharnés, la première brique bougea. Elle l'extirpa avec la barre de fer, révélant un trou noir derrière. Une bouffée d'air froid s'échappa de l'ouverture, portant cette odeur impossible, pas de la moisissure, pas de la terre, mais quelque chose d'autre. Quelque chose de glacé qui semblait absorber la chaleur de la pièce. Anne-Louise approcha son visage du trou, essayant de voir à l'intérieur. L'obscurité était totale, impénétrable. Elle alla chercher sa lampe torche, la braqua dans l'ouverture. Le faisceau lumineux révéla un mur de pierre humide, et sur ce mur, des marques. Des centaines de marques, des griffures profondes, longues, désespérées, creusées dans la pierre calcaire. Certaines formaient des sillons parallèles, comme si des doigts avaient gratté encore et encore au même endroit. D'autres étaient plus erratiques, chaotiques, témoignant d'une frénésie croissante. Anne-Louise recula, la main sur la bouche, la nausée montant dans sa gorge. Quelqu'un a été enfermé là-dedans, vivant. Les marques étaient trop nombreuses, trop profondes pour avoir été faites rapidement. Cela avait pris du temps, des heures, des jours peut-être. Quelqu'un avait gratté ses murs encore et encore jusqu'à ce que ses ongles se brisent, jusqu'à ce que ses doigts saignent, jusqu'à ce que... Elle ferma les yeux, respirant profondément pour calmer son cœur qui cognait contre ses côtes. Puis, elle se remit au travail. Il lui fallut 3 heures pour retirer suffisamment de briques et créer une ouverture assez large pour passer. La sueur coulait dans son dos, malgré le froid qui émanait de la cave. Ses mains étaient couvertes d'ampoules, ses bras tremblèrent de fatigue. Enfin, elle se redressa, contemplant le trou béant dans le mur de sa cuisine. Un escalier de pierre descendait dans les ténèbres, les marches usées et humides. L'odeur froide était maintenant plus forte, envahissant toute la pièce. Anne-Louise alla chercher une lampe à pétrole plus puissante que sa torche. Elle enfila un gilet épais, prit une profonde inspiration et commença à descendre. L'escalier comptait 15 marches. À chaque pas, la température chutait. À la 10e marche, elle pouvait voir son souffle former de petits nuages de vapeur dans l'air glacé. Les murs suintaient d'humidité, couverts de salpêtre verdâtre qui brillait faiblement à la lumière de la lampe. En bas, une pièce d'environ 4 mètres sur 5 s'ouvrait devant elle. Le sol était de terre battue, les murs de pierre brute. Des chaînes rouillées pendaient d'anneaux scellés dans la paroi nord, et au centre de la pièce, exactement comme dans son cauchemar éveillé, se trouvait une chaise.
Une simple chaise en bois noir par le temps et l'humidité. Anne-Louise s'approcha lentement, la lampe levée devant elle. La chaise était vide maintenant, mais on voyait les marques sur le dossier et les accoudoirs, des entailles profondes, comme si quelqu'un y avait été attaché avec des cordes ou des chaînes pendant longtemps. Sur le sol, autour de la chaise, des taches sombres imprégnaient la terre. Même après plus de 2 siècles, Anne-Louise savait ce que c'était, du sang. Beaucoup de sang. Elle tourna lentement sur elle-même, balayant la cave de sa lumière. Les griffures couvraient tous les murs, mais elles étaient particulièrement concentrées autour de l'escalier. Quelqu'un avait désespérément tenté de remonter, encore et encore, griffant la pierre jusqu'à l'os. Dans le coin le plus éloigné, elle aperçut quelque chose, une forme sombre différente de la pierre. Elle s'approcha, le cœur battant. C'était un coffre en bois pourri, à moitié effondré sur lui-même. À l'intérieur, protégé par des toiles cirées miraculeusement intactes, se trouvaient des documents, des lettres, un journal. Anne-Louise s'agenouilla, sortit délicatement les papiers. L'encre était délavée mais encore lisible. La première page du journal portait un nom et une date. Henri Beaumont, janvier 1743. Ses mains tremblaient en tournant les pages jaunies. L'écriture était élégante au début, soignée, mais devenait progressivement plus erratique, plus désespérée à mesure que les jours passaient. 15 janvier. Ils m'ont enfermé ici, mon propre frère, Pierre, avec l'aide du curé. Ils disent que je suis possédé, que je suis responsable des disparitions. Mais ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. C'est ce qui est sous la terre, ce qui a toujours été là, bien avant que nous construisions cette maison. Anne-Louise continua à lire, fascinée et horrifiée. 18 janvier. La faim commence à me faire délirer. Ou peut-être est-ce vraiment là, cette voix qui monte du sol, qui murmure des choses que je ne devrais pas comprendre. Elle connaît des secrets. Elle sait où sont les corps. 22 janvier. J'ai gratté les murs jusqu'à ce que mes doigts saignent. Personne ne vient. Personne ne répond à mes cris. Pierre m'a abandonné ici pour mourir. Mais elle me parle maintenant. La voix sous la terre. Elle dit qu'elle peut me libérer. Elle dit que tout ce qu'elle demande, c'est que je lui ouvre la porte. 27 janvier. J'ai trouvé la porte. Dans le sol, sous la terre battue. Une trappe de pierre gravée de symboles que je ne reconnais pas. La voix est plus forte maintenant. Elle me supplie. Elle promet. Elle n'est plus seule là-dessous. Les disparus sont avec elle, je les entends aussi. Les dernières pages étaient presque illisibles, l'écriture dégénérant en gribouillis frénétique. 3 février. J'ai ouvert la porte. Dieu me pardonne, je l'ai ouverte. Puis plus rien. Les pages suivantes étaient vierges. Anne-Louise releva lentement les yeux vers le sol de terre battue. Là, près de la chaise, elle remarqua pour la première fois une zone légèrement affaissée, rectangulaire, comme si quelque chose avait été enterré là, puis déterré. La trappe. Elle posa le journal, se leva, s'approcha de la dépression dans le sol. En grattant la terre avec ses mains, elle sentit quelque chose de dur. De la pierre. Elle continua à creuser, révélant progressivement une dalle de pierre noire d'environ 1 mètre sur 1 mètre, couverte de symboles gravés en spirale. Et au centre de la dalle, un anneau de fer. Anne-Louise se figea. Son souffle formait de petits nuages blancs dans l'air glacial de la cave. Quelque part au-dessus d'elle, dans la cuisine, l'horloge murale sonna 3 coups. 15 heures ans. Elle devait remonter. Elle devait sortir de cette cave. Elle devait... Un bruit la fit sursauter. Un craquement. Pas de l'escalier, pas des murs, du sol, juste sous la dalle de pierre. Puis un autre, comme si quelque chose bougeait là-dessous. Anne-Louise recula, la lampe tremblant dangereusement dans sa main. La dalle ne bougeait pas, mais le son continuait. Un grattement. Lent, méthodique. Quelque chose essayait de sortir. Elle se précipita vers l'escalier, remonta les marches 4 à 4, faillit trébucher, se rattrapa au mur humide. Ses mains glissèrent sur la pierre couverte de salpêtre. Elle atteignit la cuisine, claqua violemment une planche en travers de l'ouverture qu'elle avait créée dans le mur, comme si ce geste dérisoire pouvait empêcher quoi que ce soit de remonter. Son téléphone sonna. Elle sursauta violemment, le cœur prêt à exploser. Elle décrocha le combiné avec des mains tremblantes. « Allô? Madame Dervaux ?» Une voix féminine tendue. « C'est Madame Constant, de l'épicerie. »« Oui, oui, je vous écoute. » Un silence, puis « Vous avez ouvert la cave, n'est-ce pas ?» Anne-Louise sentit son sang se glacer. « Comment le savez-vous »
Parce que mon grand-père l'a entendu. La voix de Madame Constant tremblait maintenant. Il l'a entendu hurler, comme en 1743, comme en 1889, comme en 1932. Chaque fois que quelqu'un ouvre cette cave, ça hurle. Tout le village l'entend. Qui hurle? De quoi parlez-vous? Ce qui est sous la trappe. Ce qui attend depuis toujours. Madame Constant respirait rapidement, au bord de la panique. Mon grand-père dit que vous devez la refermer, tout de suite, avant ce soir, avant 2h17, parce que c'est à cette heure-là qu'elle vient vérifier si la porte est toujours fermée. Elle? Qui est-elle? Mais Madame Constant avait déjà raccroché. Anne-Louise resta immobile, le combiné mort dans sa main, regardant l'ouverture béante dans son mur de cuisine. L'odeur froide continuait à s'échapper de la cave, envahissant lentement toute la pièce. Et quelque part en dessous, dans les ténèbres, elle entendait encore le grattement, patient, régulier, attendant, à suivre, la nuit où elle comprit qu'elle n'était pas seule dans la maison. La nuit tomba sur la Normandie comme un linceul. Anne-Louise avait passé l'après-midi à clouer des planches sur l'ouverture de la cave, empilant des meubles contre le mur, comme si ces barrières dérisoires pouvaient contenir ce qui se trouvait en dessous. Ses mains saignaient, couvertes d'échardes et d'écorchures. Mais elle continuait. Elle devait continuer. À 19h, elle s'arrêta enfin, contemplant son œuvre. Le mur de la cuisine ressemblait maintenant à une barricade de fortune. Mais même avec tous ces obstacles, l'odeur froide persistait, suintant entre les planches comme une respiration glacée. Elle n'avait rien mangé de la journée. Son estomac était noué, sa gorge serrée. Elle prépara un thé qu'elle ne but pas, s'assit à la table, le journal d'Henri Beaumont ouvert devant elle. Elle avait remonté le coffre de la cave, incapable de laisser ses documents là-dessous. Maintenant, à la lumière tremblante de la lampe à pétrole, elle continuait sa lecture. Sous le journal, elle avait trouvé des lettres. La première était adressée au curé de Saint-Aubin, datée de février 1743, quelques jours après la dernière entrée du journal d'Henri. « Mon père, nous avons fait une terrible erreur. Henri est mort, mais avant de mourir, il a ouvert la trappe. Nous l'avons trouvé ce matin, étendu sur le sol de la cave, les yeux grands ouverts, la bouche figée dans un cri silencieux. Et la trappe? La trappe était ouverte. Nous avons regardé à l'intérieur. Dieu nous pardonne, nous avons regardé. Il n'y avait rien. Juste un puits de ténèbres qui descendait plus profond que notre lumière ne pouvait atteindre. Mais nous avons entendu quelque chose remonter. Des pas lents, réguliers. Nous avons refermé la trappe immédiatement et scellé la cave. Mais ce soir, les Mercier ont disparu, tous les quatre. Leur maison est vide, comme s'ils n'avaient jamais existé. La lettre était signée par Pierre Beaumont, le frère d'Henri. Anne-Louise tourna la page. Une autre lettre, même écriture, une semaine plus tard. Elle vient chaque nuit à 2h17. Nous l'entendons marcher dans le village. Nous entendons ses pas sur les pavés devant nos portes. Elle cherche ceux qui ont vu ce qu'il y avait sous la trappe. 3 familles ont fui. Le curé refuse de sortir de l'église. Nous avons supplié l'évêque d'intervenir. Dernière lettre datée de mars 1743 d'une écriture différente, celle du curé. Pierre Beaumont s'est pendu cette nuit dans sa grange. Avant de mourir, il a laissé un message écrit avec son propre sang sur le mur. Elle connaît nos noms. Elle les connaît tous. L'évêque est venu. Nous avons exorcisé la maison. Nous avons scellé la cave avec des prières et du fer béni. Nous avons fait vœu de silence. Plus personne ne doit savoir. Plus personne ne doit ouvrir cette cave. Car ce qui remonte du puits ne retourne jamais en bas. Elle attend simplement qu'on lui ouvre la porte. Et quand on le fait, elle sort. Anne-Louise referma les lettres, les mains tremblantes. L'horloge murale indiquait 21h45, moins de 5 heures avant 2h17. Elle devait partir. Prendre sa voiture, rouler jusqu'à Rouen, ne jamais revenir. Mais quelque chose la retenait. Une fascination morbide peut-être, ou simplement la certitude qu'il était déjà trop tard, qu'elle avait vu la trappe. Qu'elle connaissait maintenant le secret. Elle connaît nos noms. À 22h, elle entendit le premier bruit à l'étage. Un craquement de plancher, comme un pas. Elle leva les yeux vers le plafond de la cuisine. Rien. Puis un autre craquement. Dans sa chambre. Anne-Louise se leva lentement, saisit la lampe à pétrole. Elle monta l'escalier en bois qui grinçait sous chaque pas. Le couloir de l'étage était plongé dans l'obscurité. La porte de sa chambre était entr'ouverte, alors qu'elle était certaine de l'avoir fermée. Elle la poussa doucement. La chambre était vide. Son lit défait, ses affaires éparpillées sur la commode. Mais quelque chose avait changé.
Sur le mur au-dessus du lit, quelqu'un avait écrit. Avec quoi elle ne voulait pas le savoir. Les lettres étaient sombres, humides, dégoulinantes. 2h17. Anne-Louise recula, le souffle coupé. Elle n'avait pas écrit ça. Elle n'était pas montée depuis ce matin. Ce qui signifiait un autre craquement derrière elle, dans le couloir. Elle se retourna brusquement, levant la lampe. Le couloir était vide, mais l'air était devenu glacial, si froid qu'elle voyait maintenant son souffle en nuages épais. La température avait chuté de 20 degrés en quelques secondes. Elle descendit précipitamment, faillit tomber dans l'escalier, se rattrapa à la rampe. Dans la cuisine, les planches qu'elle avait clouées sur l'ouverture de la cave vibraient légèrement. Comme si quelque chose de l'autre côté appuyait dessus, testait leur résistance. Anne-Louise recula jusqu'à la porte d'entrée, la main sur la poignée. Elle pouvait partir. Elle devait partir. Mais ses jambes ne lui obéissaient plus. Elle était paralysée, hypnotisée par les planches qui tremblaient de plus en plus fort. Puis, soudain, tout s'arrêta. Les vibrations cessèrent. Le silence retomba, lourd, oppressant. Seul le tic-tac de l'horloge murale persistait, marquant inexorablement les secondes qui s'écoulaient. 23h30. Anne-Louise força ses jambes à bouger. Elle s'approcha de la fenêtre, écarta le rideau, regarda dehors. La cour était plongée dans l'obscurité, éclairée seulement par un quartier de lune qui perçait entre les nuages. Les 3 chênes projetaient des ombres déformées sur le sol. Le vent faisait gémir leurs branches. Et là, à la limite de la cour, elle vit quelque chose bouger. Une silhouette, grande, immobile, tournée vers la maison. Anne-Louise plissa les yeux, tentant de mieux voir dans l'obscurité. La silhouette ne bougeait pas. Elle était simplement là, debout, regardant la fenêtre, regardant Anne-Louise. Ce n'est qu'un arbre, une ombre. Mon imagination. Mais les arbres ne se déplaçaient pas, et cette silhouette venait de faire un pas en avant. Anne-Louise lâcha le rideau, recula, le cœur tambourinant dans sa poitrine. Elle courut jusqu'à la porte d'entrée, vérifia que tous les verrous étaient tirés. Puis les fenêtres, toutes fermées, toutes verrouillées. Elle était enfermée, piégée dans cette maison, avec ce qui se trouvait dans la cave, avec ce qui marchait dehors. Minuit sonna. 12 coups lents, lugubres. Anne-Louise s'assit à la table de la cuisine, le dos tourné à l'ouverture murée, incapable de la regarder. Elle avait posé un couteau de cuisine devant elle. Une défense ridicule, mais c'était tout ce qu'elle avait. Les minutes s'écoulèrent avec une lenteur insoutenable. À amusant, elle entendit des pas sur le gravier de la cour, lents, réguliers, faisant le tour de la maison, s'arrêtant devant chaque fenêtre, repartant. Elle cherche une entrée. À 1h30, les pas s'arrêtèrent devant la porte d'entrée. Anne-Louise fixait la porte en bois massif, retenant sa respiration. La poignée bougea, 1 fois, 2 fois, puis s'immobilisa. Le silence qui suivit était pire que les bruits. Un silence absolu, comme si toute vie avait quitté le monde extérieur. Même le vent s'était tu, même les arbres ne bougeaient plus. À 2h, Anne-Louise se leva. Elle ne pouvait plus rester assise. Elle marchait de long en large dans la cuisine, les bras croisés sur sa poitrine, frottant ses épaules pour se réchauffer. Le froid était maintenant insupportable. Son souffle formait de la buée épaisse. Le givre commençait à se former sur les carreaux des fenêtres. À 2h10, l'horloge sembla ralentir. Chaque seconde durait une éternité. Anne-Louise regardait l'aiguille avancer millimètre par millimètre vers le chiffre 17. 2h15. 2h16. Elle ferma les yeux, pria. Pour la première fois depuis des années, elle pria. 2h17. Le silence explosa. Toutes les fenêtres de la maison vibrèrent simultanément, comme frappées par une force invisible. L'horloge s'arrêta net. Les lampes vacillèrent. Et dans la cave, derrière les planches clouées, quelque chose hurla. Ce n'était pas un cri humain, c'était quelque chose de plus profond, de plus ancien, de plus désespéré. Un son qui semblait venir de la terre elle-même, remontant du puits sous la trappe, traversant la pierre et le bois pour se déverser dans la maison. Anne-Louise tomba à genoux, les mains sur les oreilles. Mais le hurlement continuait, pénétrant dans son crâne, résonnant dans ses os. Il durait s'amplifiant, se multipliant, comme si des centaines de voix hurlaient en chœur. Puis aussi soudainement qu'il avait commencé, il cessa. Le silence retomba. Les lampes se stabilisèrent. L'horloge reprit sa marche, marquant 2h18. Anne-Louise resta agenouillée sur le sol glacé de la cuisine, tremblant de tous ses membres. Des larmes coulaient sur ses joues sans qu'elle s'en rende compte.
Elle leva lentement les yeux vers les planches clouées sur le mur. Une des planches s'était fendue en deux. Dans la fente, une obscurité totale, et dans cette obscurité, quelque chose bougeait. Anne-Louise rampa en arrière, incapable de détacher son regard de la fente. Quelque chose de long, de pâle, émergea lentement de l'ouverture. D'abord, elle crut que c'était une racine, ou une branche, mais les racines n'avaient pas d'articulation. Les branches n'avaient pas de griffes, c'était un doigt. Long, décharné, la peau tendue sur les os comme du parchemin jauni. L'ongle était noir, cassé, mais encore acéré. Le doigt se recourba, tâtonnant contre le bois, cherchant une prise. Puis un deuxième doigt apparut, un troisième. Une main entière émergea de la fente, agrippant le bord de la planche fendue. La main tira. La planche craqua, s'écarta davantage. Anne-Louise hurla. Elle se releva, courut vers la porte d'entrée, tira les verrous avec des mains rendues maladroites par la terreur. La porte s'ouvrit brutalement. Elle se précipita dehors, dans la nuit froide d'octobre. Le gravier crissa sous ses pieds nus. Elle courait sans regarder derrière elle, traversant la cour, passant entre les chênes, dévalant le chemin de terre. Ses poumons brûlaient, ses pieds nus saignaient sur les cailloux. Mais elle continuait. Derrière elle, dans la maison, elle entendait d'autres planches se briser, d'autres craquements. Quelque chose sortait de la cave. Elle atteignit la route principale, se retourna enfin. La ferme était là, masse sombre contre le ciel nocturne. Toutes les lumières s'étaient éteintes. Mais dans la cuisine, à travers la fenêtre, elle vit une lueur bouger, une silhouette grande, décharnée, qui se déplaçait lentement de pièce en pièce. Elle est dans la maison. Anne-Louise voulut courir vers le village, mais ses jambes cédèrent. Elle s'effondra sur le bord de la route, sanglotant, incapable de bouger. Le froid mordait sa peau. Ses pieds saignaient. Elle tremblait de terreur et d'épuisement. Un bruit de moteur, des phares apparurent au loin, approchant sur la route. Une vieille camionnette. Elle s'arrêta à sa hauteur. Un homme en descendit, âgé, le visage buriné par les années. Elle reconnut l'un des vieillards qu'elle avait vus à l'épicerie. « Vous avez ouvert la cave » dit-il simplement. Ce n'était pas une question. Anne-Louise hocha la tête, incapable de parler. « Montez, vite !» Il l'aida à grimper dans la camionnette, démarra immédiatement. Dans le rétroviseur, Anne-Louise vit la ferme s'éloigner. Et là, debout dans la cour, éclairée par les feux arrière du véhicule, elle vit la silhouette, grande, immobile, les regardant partir. Puis elle se retourna lentement et rentra dans la maison. À suivre, l'histoire que personne n'ose raconter. La camionnette roula pendant 20 minutes à travers la campagne endormie, avant de s'arrêter devant une petite maison en pierre, au volet vert, à la sortie du village. Le vieil homme n'avait pas prononcé un mot durant tout le trajet, les mains crispées sur le volant, les yeux fixés sur la route. Anne-Louise tremblait toujours, enroulée dans une couverture qu'il avait sortie de derrière les sièges. « Entrez » dit-il enfin en coupant le moteur. À l'intérieur, la chaleur d'un poêle à bois accueillit Anne-Louise comme une bénédiction. Une femme âgée, les cheveux blancs tirés en chignon, se leva d'un fauteuil près du feu. C'était Madame Constant, la propriétaire de l'épicerie. « Asseyez-vous près du feu, dit-elle doucement. Je vais soigner vos pieds. » Anne-Louise s'effondra dans le fauteuil, ses pieds ensanglantés tendus vers la chaleur. Madame Constant revint avec une bassine d'eau chaude, des bandages et de la teinture d'iode. Le vieil homme s'assit à la table de la cuisine, alluma une cigarette avec des mains qui tremblaient légèrement. « Je m'appelle Marcel Lebrun, dit-il d'une voix rauque. Mon grand-père était le notaire qui a vendu la ferme aux Mercier en 1889. Et mon arrière-grand-père était présent quand ils ont scellé la cave en 1743. » Anne-Louise releva la tête brusquement. « Votre famille, vous saviez depuis le début. »« Tout le village sait, » répondit Madame Constant en nettoyant délicatement ses blessures. « Nos familles ont toutes été là, à un moment ou à un autre. Nous sommes les gardiens. C'est notre fardeau. »« Les gardiens de quoi ?» La voix d'Anne-Louise était cassée, rauque d'avoir crié. « Qu'est-ce que c'est, cette chose dans la cave ?» Marcel tira une longue bouffée de sa cigarette, le regard perdu dans les volutes de fumée. « Personne ne sait exactement ce que c'est, mais ça a toujours été là, bien avant nous, bien avant que les Beaumont construisent leur première ferme sur ce terrain. » Il se leva, marcha jusqu'à une vieille armoire, en sortit une boîte en métal cabossée. « Mon grand-père m'a donné ceci avant de mourir. Il m'a fait promettre de le transmettre de génération en génération, pour que nous n'oublions jamais. » Il ouvrit la boîte. À l'intérieur, des documents jaunis, des photographies sépia, un vieux carnet relié de cuir craquelé.
Il étala le tout sur la table. En 1743, quand Henri Beaumont a ouvert la trappe, quelque chose est remonté. Les témoignages parlent d'une femme, grande, vêtue de haillons anciens. Le visage, il disait que son visage changeait, qu'on ne pouvait jamais vraiment le voir clairement, comme si l'œil refusait de le fixer. Madame Constant continua, bandant les pieds d'Anne-Louise avec des gestes précis. 7 personnes ont disparu en 3 jours. Ta, celle qui avait vu l'intérieur du puits. Puis elle est retournée dans la cave, d'elle-même, comme si elle devait vérifier quelque chose. Le curé et les hommes du village ont scellé la cave avant qu'elle ne ressorte. « Mais elle est ressortie quand même, » murmura Anne-Louise, « cette nuit. » Marcel hocha la tête gravement. « Pas vraiment. Ce que vous avez vu, c'est, comment dire, une partie d'elle, une extension. Elle ne peut pas vraiment quitter la cave tant que la trappe reste fermée. Mais maintenant que les murs sont ouverts, elle peut s'étendre. Chercher. Chercher quoi? Ceux qui savent. Marcel ouvrit le vieux carnet. Mon arrière-grand-père a tout consigné. Chaque fois que la cave a été ouverte depuis 1743, la même chose s'est produite. En 1889, un nouveau propriétaire, curieux, a fait tomber quelques briques. Il l'a vu. 3 nuits plus tard, on l'a retrouvé mort dans son lit, les yeux grands ouverts, la bouche figée dans un cri, comme s'il était mort de terreur pure. Il tourna les pages, révélant des coupures de journaux jaunis, des faire-part de décès, des rapports de police manuscrits. En 1932, un couple de Paris a acheté la ferme. Ils voulaient la rénover, en faire une maison de campagne. Ils ont ouvert la cave. 2 semaines plus tard, ils sont partis en pleine nuit, abandonnant tout. On ne les a jamais revus. Mais avant de disparaître, la femme a laissé un message au curé. Marcel sortit une feuille de papier pliée, l'ouvrit délicatement. L'écriture était précipitée, presque illisible. Elle vient chaque nuit. Elle reste devant notre porte. Elle ne frappe pas. Elle ne parle pas. Elle attend simplement. Mais nous savons ce qu'elle veut. Elle veut que nous retournions là-bas, que nous descendions dans la cave, que nous ouvrions la trappe. Elle nous le murmure à travers les murs. Elle connaît nos prénoms, elle sait tout de nous. Nous partons ce soir, nous ne pouvons plus rester. Mais je sais que cela ne suffira pas. Elle nous trouvera. Où que nous allions, elle nous trouvera. Anne-Louise sentit sa gorge se serrer. Ils ne s'en sont jamais échappés. Retrouvés morts 6 mois plus tard, répondit Madame Constant à voix basse, à Marseille, à 500 kilomètres d'ici, dans une chambre d'hôtel, même circonstance. Mort de terreur. Le silence s'installa, pesant, étouffant. Le feu crépitait dans le poêle. Dehors, le vent s'était levé, faisant gémir les volets. « Il doit y avoir un moyen, » dit Anne-Louise, sa voix à peine audible. « Un moyen de l'arrêter, de refermer tout ça. » Marcel et Madame Constant échangèrent un regard long chargé de non-dits. « Il y a peut-être un moyen, » dit enfin Marcel. « Mais personne ne l'a jamais tenté, c'est trop dangereux. Dites-moi. » Marcel se rassit, écrasa sa cigarette dans un cendrier en céramique. Mon arrière-grand-père a écrit quelque chose à la fin de son carnet, quelque chose qu'il avait appris d'un vieux moine qui connaissait l'histoire du lieu. Avant que les Beaumont ne construisent leur ferme, il y avait un monastère là-bas. Un monastère fondé au XIe siècle. Il tourna vers les dernières pages du carnet, où une écriture différente, plus ancienne, couvrait le papier jauni. Les moines avaient découvert le puits par accident. Ils l'ont appelé la gueule de l'abîme. Ils ont construit le monastère autour pour le surveiller, pour empêcher quoi que ce soit d'en sortir. Pendant des siècles, ils ont gardé ce secret. Des moines se relayaient jour et nuit, priant au-dessus du puits scellé. Que s'est-il passé? La Révolution. 1793. Le monastère a été détruit. Les moines ont été massacrés ou dispersés. Le puits est resté sans surveillance pendant 50 ans. Puis les Beaumont ont acheté le terrain, ont construit leur ferme sur les ruines. Ils ne savaient pas. Ils ont utilisé les vieilles fondations du monastère pour leur cave. Et un jour, en creusant pour agrandir le cellier, ils ont trouvé la trappe. Et la femme? Qu'est-ce qu'elle est vraiment? Marcel secoua la tête. Les moines l'appelaient la sentinelle. Ils croyaient qu'elle n'était pas seule là-dessous, qu'elle gardait quelque chose, ou quelqu'un, qu'elle était, comment dire, la première couche, la première défense. Si elle sort complètement, si la trappe reste ouverte trop longtemps, il ne finit pas sa phrase. Il n'en avait pas besoin. Le moine que mon arrière-grand-père a rencontré lui a dit quelque chose, continua Marcel. Il a dit que la seule façon de la renvoyer définitivement était de descendre dans le puits, de trouver ce qu'elle garde.
et de le détruire. « Descendre dans le puits », répéta Anne-Louise, incrédule. « Vous plaisantez. » C'est ce qu'ils ont fait en 1743, après qu'Henri Beaumont a ouvert la trappe. Le curé et 3 hommes sont descendus avec des cordes et des torches. Marcel tourna une page, révélant un dessin au fusain représentant un puits de pierre circulaire s'enfonçant dans les ténèbres. Ils sont descendus pendant plus de 30 mètres, et en bas, ils ont trouvé une chambre, une crypte, très ancienne, bien plus ancienne que le monastère, gravée de symboles qu'ils ne reconnaissaient pas. Et au centre de cette crypte, continua Madame Constant, il y avait un sarcophage de pierre noire, non scellé, ouvert, vide. Anne-Louise sentit un frisson glacé parcourir son échine. Vide, parce que ce qui était dedans était déjà remonté. Le silence qui suivit fut brisé par un bruit à l'extérieur. Des pas, lents, réguliers. Sur le gravier de l'allée, les 3 occupants de la maison se figèrent. Marcel éteignit rapidement la lampe de la cuisine. Seul le feu du poêle continuait à projeter des ombres dansantes sur les murs. Les pas s'arrêtèrent devant la porte. « Elle ne peut pas entrer », murmura Madame Constant, mais sa voix tremblait. « Nous avons béni cette maison, nous avons gravé des symboles de protection. Elle ne peut pas. » La poignée de la porte bougea, 1 fois, 2 fois. Anne-Louise retenait sa respiration, les yeux fixés sur la porte en bois massif. Dans la lumière du feu, elle vit l'ombre de quelque chose de l'autre côté, une silhouette haute, immobile. Puis une voix s'éleva, douce, presque mélodieuse, parlant un français ancien, déformé, mais compréhensible. Anne-Louise Dervaux. Elle entendit son nom complet. « Tu as vu, tu sais, tu dois revenir. » « Ne répondez pas, » siffla Marcel entre ses dents serrées. « La trappe attend. Elle a toujours attendu, depuis si longtemps. » La voix était maintenant multiple, comme si plusieurs personnes parlaient en même temps, leurs voix se superposant en une cacophonie étrange. « Nous sommes seuls là-dessous, dans le noir, dans le silence. Viens nous libérer, viens ouvrir la porte. » Anne-Louise sentit des larmes couler sur ses joues. Il y avait quelque chose dans cette voix, quelque chose d'hypnotique, de séduisant presque, une promesse de soulagement, de fin à la terreur. Madame Constant lui saisit la main, la serra fort. « Ne l'écoutez pas. Ce sont des mensonges. Ce qu'elle promet n'existe pas. » La voix continua, se faisant plus insistante. « Tu veux retrouver tes enfants, Anne-Louise. Je peux te les rendre. Je connais le chemin. Je connais tous les chemins, tous les secrets, tous les morts. Tout ce qui a été perdu peut être retrouvé. Ici, dans les profondeurs. » Anne-Louise ferma les yeux, essayant de bloquer les mots, mais ils pénétrèrent dans son esprit comme des vrilles glacées. Elle voyait ses enfants. Thomas et Marie, leurs visages souriants, leur voix appelant « maman ». « Mensonge », répéta Madame Constant, plus fort cette fois. « Ne l'écoutez pas. » Les pas reprirent, contournant la maison, s'arrêtant devant chaque fenêtre, puis s'éloignant lentement, le bruit du gravier s'estompant dans la nuit. Après ce qui sembla une éternité, Marcel ralluma la lampe. Ses mains tremblaient violemment. « Elle sait où vous êtes maintenant, » dit-il. « Elle viendra chaque nuit. Jusqu'à ce que vous retourniez là-bas, ou jusqu'à ce que... Jusqu'à ce que quoi? Jusqu'à ce que vous mouriez, comme les autres. » Anne-Louise se leva brusquement, la douleur de ses pieds bandés traversant sa terreur. « Alors je n'ai pas le choix. Je dois y retourner. Je dois descendre dans ce puits et détruire ce qu'il y a en bas. Vous allez mourir, » dit simplement Madame Constant. « Je suis déjà morte. » Anne-Louise regarda par la fenêtre vers l'obscurité extérieure. « Le jour où j'ai perdu mes enfants, le jour où j'ai acheté cette ferme maudite pour me cacher du monde, je suis déjà morte. Alors autant que cette mort serve à quelque chose. » Marcel la regarda longuement, puis hocha lentement la tête. « Dans ce cas, nous allons vous aider. Mais nous devons attendre l'aube, et nous devons nous préparer, parce que ce qui est dans cette crypte, personne n'en est jamais remonté vivant pour le décrire vraiment. À suivre. La descente dans l'abîme. » L'aube se leva sur la Normandie dans une brume épaisse qui noyait les champs et les haies. Anne-Louise n'avait pas dormi. Elle était restée assise près du poêle, enroulée dans une couverture, regardant les flammes danser derrière la grille de fonte. Marcel et Madame Constant avaient sommeillé par intermittence, sursautant au moindre bruit extérieur. À 6 heures, Marcel se leva, prépara du café noir et amer. Il sortit ensuite dans la grange attenante et revint avec un sac de toile usée qu'il déposa sur la table de la cuisine.
Mon grand-père a gardé ceci, dit-il en ouvrant le sac. Les outils que le curé et ses hommes ont utilisés en 1743. Il en sortit une corde épaisse, noircie par le temps mais encore solide, puis des bougies de cire d'abeille enveloppées dans du papier huilé, un crucifix en argent terni, un petit flacon contenant ce qui ressemblait à de l'eau bénite. Et enfin un long couteau à lame large, le genre qu'on utilisait autrefois pour égorger les cochons. « Vous pensez vraiment que ces objets vont servir à quelque chose ?» demanda Anne-Louise, sa voix trahissant son scepticisme. « Je ne sais pas, » répondit honnêtement Marcel. « Mais c'est tout ce que nous avons. Le curé de l'époque a béni ces objets. Il a prié sur eux pendant 3 jours avant de descendre. » Madame Constant posa une main sur l'épaule d'Anne-Louise. « Vous n'êtes pas obligé de faire ça. Vous pouvez partir, aller loin, très loin. Peut-être qu'elle ne vous suivra pas, si... »« Elle me suivra, » coupa Anne-Louise. « Vous le savez aussi bien que moi. Et même si elle ne me suivait pas, je ne pourrais pas vivre en sachant que cette chose est toujours là, que d'autres pourraient l'ouvrir, que d'autres pourraient... » Elle ne finit pas sa phrase. Elle prit le couteau, le soupesa dans sa main. La lame était froide, lourde, réelle. C'était étrangement rassurant. À cette heure, ils montèrent tous les 3 dans la camionnette de Marcel. La route jusqu'à la ferme d'Hervaux ne prenait que quelques minutes, mais chaque mètre parcouru semblait une éternité. La brume s'accrochait aux arbres comme des linges funéraires. Aucun oiseau ne chantait. Aucun bruit ne troublait le silence oppressant. Lorsqu'ils arrivèrent devant la ferme, Anne-Louise sentit son estomac se nouer. La maison était exactement comme elle l'avait laissée la nuit précédente. La porte d'entrée grande ouverte, les fenêtres sombres. Mais quelque chose avait changé. L'air lui-même semblait plus lourd, plus dense, chargé d'une électricité malsaine. « Elle est encore à l'intérieur, » murmura Madame Constant. « Comment le savez-vous? Regardez les arbres. » Anne-Louise suivit son regard. Les 3 chênes centenaires qui entourèrent la cour étaient complètement immobiles, malgré le vent qui soufflait dans les champs environnants. Pas une feuille ne bougeait, comme si un cercle invisible de calme absolu entourait la propriété. Marcel coupa le moteur. Le silence qui suivit était suffocant. « Restez près de moi, » dit-il en prenant le sac d'outils, « et quoi qu'il arrive, ne vous séparez pas. » Ils descendirent de la camionnette, marchèrent lentement vers la maison. Le gravier crissait sous leurs pas, le seul son dans ce silence de mort. Anne-Louise tenait le couteau dans sa main droite, le crucifix dans sa main gauche. Ses pieds bandés la faisaient souffrir à chaque pas, mais elle serrait les dents. La porte d'entrée grinça lorsqu'ils pénétrèrent dans la maison. L'intérieur était plongé dans une semi-obscurité, la brume extérieure filtrant à peine à travers les fenêtres sales. L'odeur froide était omniprésente maintenant, si intense qu'elle brûlait la gorge. Dans la cuisine, les planches qu'Anne-Louise avait clouées sur l'ouverture de la cave avaient été arrachées. Elles gisaient éparpillées sur le sol, brisées, tordues, comme si une force immense les avait déchirées. L'ouverture béante dans le mur exhalait un froid glacial. Marcel alluma une des bougies, la lumière tremblante projetant des ombres dansantes sur les murs. Ils s'approchèrent de l'ouverture. « Je descends en premier, » dit Marcel. « Je vérifie que le chemin est sûr. »« Non, » répondit Anne-Louise fermement. « C'est moi qui ai ouvert cette cave. C'est moi qu'elle cherche. Je descends en premier. » Marcel voulut protester, mais le regard d'Anne-Louise ne laissait aucune place à la discussion. Il hocha la tête, attacha la corde autour de sa taille, puis autour de celle d'Anne-Louise. « Si vous tirez 3 fois sur la corde, je vous remonte immédiatement, » dit-il. Anne-Louise prit une grande inspiration, saisit une bougie allumée et pénétra dans l'ouverture. L'escalier de pierre était encore plus glissant que dans son souvenir. L'humidité suintait des murs, formant des rigoles qui couraient entre les marches. Elle descendit lentement, une main sur le mur pour garder l'équilibre, l'autre tenant la bougie. Derrière elle, elle entendait Marcel et Madame Constant suivre prudemment. En bas, la cave était exactement comme elle l'avait laissée. La chaise au centre, les chaînes pendantes, les griffures sur tous les murs, et au fond, la zone où elle avait gratté la terre, révélant la dalle de pierre noire. Mais quelque chose avait changé. La dalle était maintenant complètement dégagée. Quelque chose, avait terminé le travail qu'Anne-Louise avait commencé. La terre avait été repoussée sur les côtés, exposant entièrement la trappe gravée de symboles en spirale, et la trappe était légèrement entr'ouverte. « Mon Dieu !» murmura Madame Constant derrière elle. Marcel s'approcha, se pencha prudemment au-dessus de la trappe. Un courant d'air glacé s'échappait de l'ouverture, portant avec lui une odeur de pierre ancienne et de quelque chose d'autre. Quelque chose d'organique, de pourri, de mort. Le puits,
dit-il à voix basse. Il descend. Je ne vois pas le fond. Anne-Louise s'agenouilla à côté de lui, approcha sa bougie de l'ouverture. La flamme vacilla dangereusement, puis se redressa. Dans la lumière tremblante, elle aperçut les parois du puits, de la pierre noire, lisse, couverte de gravures similaires à celles de la trappe. Des symboles qu'elle ne reconnaissait pas, des formes géométriques impossibles, des visages déformés qui semblaient la regarder. « Nous devons descendre, » dit-elle. Marcel sortit la longue corde de son sac, l'attacha solidement à l'un des anneaux de fer scellés dans le mur de la cave. Il tira dessus de toutes ses forces pour tester la solidité. L'anneau tint bon. « Je passe en premier cette fois, » insista-t-il. « Je vérifie la profondeur, ensuite vous descendez. » Il fit glisser la trappe complètement de côté, révélant l'ouverture circulaire du puits, environ 1 mètre de diamètre. Il attacha la corde autour de sa taille, alluma 2 bougies supplémentaires qu'il plaça dans une lanterne de fer et commença à descendre. Anne-Louise et Madame Constant regardèrent la corde se dérouler, mètre après mètre, 5 mètres, 10 mètres. 15, 20. « Ça continue, » dit Marcel, sa voix montant du puits comme un écho déformé. « Les murs sont couverts de gravures, des milliers de gravures. 25 mètres, 30. Il y a des alcôves creusées dans les parois. Il y a quelque chose dedans, des... » Sa voix s'arrêta brusquement. « Marcel ?» appela Anne-Louise, penchée au-dessus du puits. « Marcel, vous m'entendez ?» Silence. Puis, faiblement, « Je vois le fond. Il y a une chambre, exactement comme dans les récits. Je... » Un autre silence, plus long cette fois. « Qu'est-ce que vous voyez ?» cria Anne-Louise, la peur serrant sa gorge. « Le sarcophage, il est là, mais il y a quelque chose d'écrit dessus, en latin, je crois. Et... Oh mon Dieu, quoi? Marcel, quoi? Il n'est pas vide. » Anne-Louise sentit son sang se glacer. « Comment ça, pas vide? Les récits disaient... » « Je sais ce que disaient les récits. » La voix de Marcel était maintenant teintée de panique. « Mais il y a quelque chose dedans. Je vois des formes, plusieurs formes, enroulées les unes autour des autres. Elles bougent. La corde se mit soudain à vibrer violemment. Anne-Louise l'agrippa, tentant de la stabiliser. « Marcel, qu'est-ce qui se passe? Remontez-moi » hurla-t-il. « Remontez-moi maintenant » Anne-Louise et Madame Constant tirèrent de toute leur force sur la corde. Mais elle était lourde, trop lourde. Comme si quelque chose tirait de l'autre côté, refusant de lâcher. « Tirez !» La voix de Marcel était devenue un cri de terreur pure. « Elle sort du sarcophage !» Elles tirèrent plus fort, leurs mains brûlant contre la corde rugueuse. La corde remonta soudainement d'1 mètre, puis 2, puis s'arrêta à nouveau, tendue comme un arc. Puis Marcel hurla, un hurlement déchirant, inhumain, qui résonna dans le puits et se répercuta contre les murs de la cave. Un hurlement de douleur et de terreur absolue. Puis le silence. La corde devint soudain légère. Anne-Louise et Madame Constant tombèrent en arrière sous l'effet de la traction qui venait de cesser. Anne-Louise se releva immédiatement, tira frénétiquement sur la corde. Elle remonta, trop facilement. Et au bout, il n'y avait plus personne. La corde avait été tranchée nette. L'extrémité était lisse, comme coupée par une lame affûtée. Ou par quelque chose d'aussi tranchant qu'une lame. « Marcel » murmura Madame Constant, les mains sur la bouche, les yeux emplis de larmes. « Marcel, non !» Anne-Louise se pencha au-dessus du puits, cria son nom encore et encore, mais seul l'écho lui répondait, se répercutant dans les profondeurs, avant de mourir dans un silence absolu. Elle était sur le point de renoncer quand elle entendit quelque chose, un bruit venant du fond du puits, quelque chose qui remontait, lentement, régulièrement, des pas sur les parois du puits. Quelque chose grimpait vers elle. « Sortez » dit Anne-Louise à Madame Constant, la voix tremblante mais ferme. « Sortez de la cave, maintenant. »« Et vous ?»« Je finis ce qui a été commencé. Vous allez mourir. Alors je mourrai, mais cette chose ne sortira pas d'ici. Plus jamais. » Madame Constant hésita, puis hocha la tête, les larmes coulant sur ses joues ridées. Elle remonta précipitamment l'escalier de la cave, ses pas résonnant sur la pierre. Anne-Louise resta seule. Elle regarda autour d'elle. Le couteau, les bougies, le crucifix. Des armes dérisoires contre ce qui montait du puits. Mais c'était tout ce qu'elle avait. Les pas se rapprochaient. Elle pouvait maintenant entendre une respiration. Lente,
rauque, inhumaine. Anne-Louise prit sa décision. Elle saisit la lanterne contenant les bougies allumées, la corde restante, et se pencha au-dessus du puits. « Si tu veux que j'ouvre ton sarcophage, cria-t-elle dans les ténèbres, alors je descends. » La respiration s'arrêta, puis une voix monta du puits, douce, presque tendre. « Enfin, quelqu'un comprend. Descends, Anne-Louise, descends et libère-nous. Nous attendons depuis si longtemps. » Anne-Louise attacha la corde restante autour de sa taille, la noua à l'anneau de fer. Elle prit le couteau entre ses dents, le crucifix dans une main, la lanterne dans l'autre, et elle se laissa descendre dans l'abîme. Les parois du puits défilaient devant ses yeux. Les gravures semblèrent bouger à la lumière de sa lanterne, les visages sculptés tournant leurs regards vides vers elle. Dans les alcôves creusées dans la pierre, elle aperçut ce que Marcel avait vu, des corps, ou ce qu'il en restait, momifiés, desséchés, recroquevillés dans leurs niches comme des fœtus. Certains portèrent des robes de moines, d'autres des vêtements civils de différentes époques. Tous avaient les yeux grands ouverts, la bouche béante dans un cri silencieux, les gardiens. Tous les gardiens qui ont tenté de descendre avant elle. Anne-Louise continua sa descente, les bras tremblants sous l'effort. 20 mètres, 25, 30. Enfin, ses pieds touchèrent le sol. Elle se trouvait dans une crypte circulaire, d'environ 10 mètres de diamètre. Les murs étaient couverts de la même pierre noire que le puits, gravée de symboles qui semblaient pulser dans la lumière de sa lanterne. Le plafond voûté disparaissait dans l'obscurité au-dessus d'elle. Et au centre, exactement comme dans les récits, se trouvait le sarcophage. Mais ce n'était pas un simple cercueil de pierre. C'était une structure massive, d'au moins 3 mètres de long et 2 de large, taillée dans une pierre noire qui absorbait la lumière. Les côtés étaient couverts d'inscriptions en latin et dans d'autres langues qu'elle ne reconnaissait pas. Le couvercle était entrouvert. Anne-Louise s'approcha lentement, la lanterne levée devant elle. Son cœur battait si fort qu'elle entendait le sang pulser dans ses oreilles. Chaque pas résonnait dans le silence de la crypte. Elle arriva devant le sarcophage, regarda à l'intérieur, et comprit pourquoi personne n'en était jamais remonté vivant. Car ce qui était à l'intérieur n'était pas un cadavre, ce n'était pas une momie, ce n'était même pas quelque chose qui avait déjà été humain. C'était une masse de formes entrelacées, de membres qui n'appartenaient à aucune créature connue, de visages à moitié formés qui émergeaient de la chair pâle et humide avant de s'y dissoudre à nouveau. Des yeux s'ouvraient et se fermaient par dizaines sur toute la surface de cette chose. Des bouches se formaient, murmuraient des mots incompréhensibles, puis disparaissaient, et tout cela bougeait, lentement, comme une mer vivante contenue dans le sarcophage de pierre. Anne-Louise recula, la nausée montant dans sa gorge, mais ses yeux ne pouvaient pas se détacher de l'horreur devant elle. Puis, elle vit Marcel, ou ce qu'il en restait. Son corps avait été absorbé dans la masse, à moitié dissous, ses traits encore reconnaissables sur un visage déformé qui émergeait de la chair grouillante. Ses yeux étaient ouverts, conscients, terrifiés. Sa bouche forma des mots silencieux. « Tuez-moi ». Anne-Louise comprit alors la vérité. Ce n'était pas une prison. C'était une gestation. Tous ceux qui descendaient dans cette crypte, tous ceux qui voyaient ce qui était dans le sarcophage, étaient absorbés, devenaient partie de cette chose, nourrissaient sa croissance. Depuis combien de temps? Des siècles, des millénaires. La masse bougea. Des appendices se tendirent vers elle, des doigts trop longs avec trop d'articulations, des tentacules couverts de ventouses qui ressemblaient à des bouches. Anne-Louise saisit le couteau, recula jusqu'au mur de la crypte. Son esprit hurlait de fuir, de remonter, de s'échapper. Mais elle savait qu'il était trop tard. Si elle remontait, cette chose la suivrait. Elle sortirait du puits. Elle envahirait le monde au-dessus. Il n'y avait qu'une seule solution. Anne-Louise regarda la lanterne dans sa main, les bougies de cire d'abeille, l'huile dans la base de la lanterne, le feu. Les moines avaient choisi cet endroit pour une raison. La pierre noire, les symboles, la profondeur. Ce n'était pas seulement une prison, c'était un tombeau conçu pour être scellé, pour être enterré. Elle devait l'ensevelir, avec elle à l'intérieur. Anne-Louise regarda vers le plafond, vers le puits par lequel elle était descendue. Madame Constant était là-haut, en sécurité. Elle refermerait la trappe, elle scellerait à nouveau la cave. C'est assez, c'est suffisant. Elle ouvrit la lanterne, versa l'huile sur le sol autour du sarcophage, puis elle arracha les bougies,
les jeta dans la flaque d'huile. Les flammes s'élevèrent immédiatement, se répandant en cercle autour du sarcophage. La chose à l'intérieur se contorsionna, les visages multiples s'ouvrant en cris silencieux. Anne-Louise recula jusqu'au mur, sentit la chaleur des flammes sur son visage. Elle serra le crucifix contre sa poitrine, ferma les yeux et murmura les seules prières dont elle se souvenait de son enfance. Les flammes montèrent plus haut. La fumée envahit la crypte, et dans le hurlement du feu, elle entendit des voix, des centaines de voix. Tous ceux qui avaient été absorbés, tous ceux qui attendaient la délivrance. « Merci », murmurèrent les voix. « Merci ». Anne-Louise ouvrit les yeux une dernière fois. Dans les flammes, elle vit une silhouette, grande, vêtue de haillons, la sentinelle. Mais maintenant, à travers le feu, elle voyait son vrai visage. Ce n'était pas un monstre, c'était une femme, ancienne, épuisée, qui avait gardé ce lieu pendant une éternité. Et elle souriait. Les flammes l'engloutirent. Anne-Louise sentit la chaleur devenir insupportable, puis douloureuse, puis rien. 3 jours plus tard, les pompiers de Saint-Aubin-des-Marais trouvèrent la ferme d'Hervaux entièrement effondrée. Le sol de la cave avait cédé, créant un cratère de 15 mètres de profondeur. Les structures souterraines avaient été complètement détruites par un incendie d'origine inconnue. Ils trouvèrent un corps dans les décombres, Anne-Louise d'Hervaux. Elle tenait un crucifix en argent dans ses mains brûlées. Madame Constant organisa les funérailles. Presque tout le village assista à l'enterrement, ce qui était inhabituel pour une étrangère. Mais ils savaient. Tous savaient. Sur la tombe, ils gravèrent simplement Anne-Louise d'Hervaux, 1931-1973. Elle ferma la porte, et pendant des années après, les villageois de Saint-Aubin-des-Marais veillèrent, chaque nuit, écoutant. Mais les pas ne revinrent jamais. Le silence enfin était revenu. Fin.